Avant la pause déjeuner, on a souhaité inviter l'École nationale des greffes. Je vous en prie, installez-vous. Donc Véronique Cour, qui est directrice de l'École nationale des greffes depuis 2001 au ministère de la Justice, et puis Sophie Perra, qui est designer de service, et qui vont nous présenter un jeu de plateau qui s'appelle Andrago Quest. Alors, je vous présente quand même rapidement, même si on a du retard. Véronique Cour, vous avez débuté votre carrière en tant qu'adjointe au chef de greffe du Conseil des prud'hommes de Longjumeau et puis de celui de Lyon, avant d'être nommée responsable de la gestion des ressources humaines au service administratif régional de la Cour d'appel de Lyon, puis sur le périmètre du BOP Centre-Est en Auvergne-Rhône-Alpes. En 2014, vous êtes détaché dans les services du Premier ministre et vous prenez la direction de la plateforme d'appui interministérielle à la gestion des ressources humaines auprès de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avant d'être nommée correspondante régionale déontologie pour la préfecture de région. Vous êtes aussi conférencière, et notamment pour des masters de l'Université Lyon 2 sur des sujets de déontologie et de GRH dans la fonction publique. Et vous êtes opératrice certifiée pour les bilans de potentiel. Vous avez participé au sein du Lab Innovation Archipel à la création de jeux sérieux, comme le stade de la réussite, pour des préparants au concours. Sophie Perra, vous êtes passionnée par la compréhension des besoins utilisateurs et la conception de solutions innovantes, et vous êtes spécialisée dans la création d'outils facilitant l'apprentissage, la communication et la collaboration. Et votre expertise vous a amené à collaborer avec l'École nationale des greffes, pour laquelle vous avez développé plusieurs outils pédagogiques, dont Andrago Quest, et votre approche combine créativité et méthodologie rigoureuse pour transformer les défis complexes en expériences accessibles et engageantes. Donc je vous laisse présenter ce jeu et l'ENG. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Merci pour vos questions et la table ronde précédente, parce que vous avez fait un beau pont avec ce dont on va vous parler. En effet, dans les écoles de la fonction publique, les formateurs, c'est les experts. Et donc, il n'y a pas besoin de leur apprendre leur métier, il y a besoin de leur apprendre à former, et donc formation de formateurs. Et puis, vous avez évoqué aussi les jeux. Eh bien, les jeux digitaux, certes, mais on va vous proposer, nous, un jeu de plateau. En quelques mots, puisque vous êtes un public captif et que certainement vous ne connaissez pas ni l'école des greffes, ni peut-être les métiers de greffe, j'en profite pour vous glisser quelques infos sur qui on est, ce qu'on fait, et nous recrutons, ce qui ne... Je peux pas. L'École nationale des greffes, donc c'est une des 4 écoles du ministère de la Justice qui est en charge de former tous les personnels de greffe, c'est-à-dire principalement les greffiers, les directeurs de services de greffe et les agents qui contribuent au rendu de décision aux côtés des magistrats qui, eux, sont formés à l'École nationale de la magistrature qui est à Bordeaux. L'École nationale des greffes est à Dijon. Nous aimons bien nous situer dans les régions viticoles. On a fêté nos 50 ans l'année dernière. On est un établissement, un service à compétences nationale. Et en quelques chiffres, pour vous dire un peu l'activité, en 50 ans, on a formé plus de 30 000 personnels de greffe, et on assure à la fois la formation initiale, la formation continue. Formation initiale, on a plus de 2500 stagiaires, 55 000 jours stagiaires, donc dans formation initiale pour les lauréats des concours. On vient de créer un corps de catégorie A de cadres greffiers, et on aura 1200 qui vont être formés cette année. Ils ont déjà commencé. Un plan de charge donc qui ne manque pas de nous occuper. Et en formation continue, en lien avec les services régionaux de formation qui sont dans les SAR, on propose toutes les thématiques métiers et des thématiques transverses. Et certaines, vous y avez accès puisqu'on les ouvre volontiers sur Saphir pour partager les compétences et les expériences métiers.
Je répondrai à vos questions pour le déjeuner si ça vous intéresse, nos métiers de greffe. Mais je vais en venir tout de suite et je donnerai la parole à Sophie Perra qui va vous présenter ce jeu Andrago Quest, qui est un jeu donc qui a été conçu par des agents publics pour des agents publics et qui donc a été une belle œuvre de Sophie avec l'équipe du pôle innovation qui est présente ici, enfin l'innovation et formation numérique que l'on a créé à l'école. En quelques mots, et vous l'avez dit aussi, dans l'administration, on avait commencé à penser depuis quelques années au numérique, aux outils numériques de formation et au e-learning, au distanciel, etc. Et le Covid, malgré tout la crise et le malheur qu'il a pu apporter, a été un vrai boost pour nos administrations et nous a poussé en avant donc un service qui traite de la conception numérique et des outils numériques à l'école, qui a démarré à 1 ou 2 personnes et qui aujourd'hui est une équipe de 10 personnes qui travaillent avec le pôle des nouvelles technologies et de la formation informatique et nos formateurs internes de l'école qui sont des experts métiers qui ont pu servir de cobayes et qui ont testé, voilà, en tant qu'usagers, qui ont testé le jeu. Je vais pas être plus longue. Le but, c'est de vous parler de plus du jeu possible, simplement vous dire que il y aura une démonstration pratique pour ceux qui le souhaitent dans la pause déjeuner et que toutes les ressources qui sont publiques sont mises à la disposition de toutes les écoles et toutes les administrations qui en ont besoin. On vous donne toutes les sources et vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Voilà. Sophie, à vous. C'est nettement plus impressionnant de vous voir de face que de dos. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci mesdames pour vos introductions. Donc je suis Sophie Perra, designer d'outils pédagogiques et durant 1 an et demi j'ai eu le plaisir de travailler, merci, pour l'École nationale des greffes au sein du pôle innovation et formation numérique. Et à cette occasion j'ai créé différents outils dont un serious game qui prend le nom d'Andrago Quest. Pour vous parler de ce projet-là et des défis qu'on a pu rencontrer dans ce type de projet, j'ai décidé de vous présenter d'abord son origine, ensuite du projet et des différentes phases par lesquelles on a dû le mener sa créativité. Et enfin, une fois qu'on a un outil qui est terminé, qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont ses répercussions, etc. Donc pour commencer, pour l'origine du projet, je vais vous faire un petit rappel parce que vous en avez parlé du serious game, mais peut-être que pour tout le monde, ce n'est pas forcément très clair. Du coup, un serious game, c'est un outil qui prend la forme d'un jeu, quel que soit le jeu. Ça peut être un jeu vidéo, un jeu de société, un escape game. Et du coup, un outil dans lequel il y aura des mécanismes ludiques. Il y en a des tas. La compétition en est un, la collaboration un autre. Le fait de calculer des scores, encore un autre. Et dans cet outil, il y a un objectif très précis sur qu'est-ce qu'on doit faire passer comme information. C'est-à-dire que, contrairement à un jeu de société, il faut que le participant, qui est à ce moment-là un joueur, voit une évolution entre le début de la partie et la fin. Et ça peut être un apprentissage, ça peut être la transmission d'une information, d'une valeur, une entreprise qui solliciterait un game designer pour incorporer un nouveau fonctionnement auprès de leurs employés, par exemple. Mais du coup, pour vous parler plus précisément d'Andrago Quest, la demande initiale, elle a été faite par José Tripodi, un chargé d'enseignement de l'École nationale des greffes, puisque en juin 2024, il était chargé d'organiser un colloque sur l'andragogie, donc l'art et la science de former des adultes. Et pour cela, il avait envie de présenter différentes méthodes d'apprentissage, et notamment un serious game. Et pour cela, en novembre 2023, il a sollicité le pôle innovation et formation numérique, avec une envie de créer un jeu de plateau sur l'andragogie. Et ça allait même au-delà de l'envie, puisqu'il avait déjà des ébauches inspirées d'un jeu qui existe et qui s'appelle Chrome Evolution, qui est un jeu dans lequel on est un homme ou une femme préhistorique dans l'univers de la préhistoire. Du coup, le premier défi qu'on a rencontré pour ce projet,
c'est qu'en fait, reprendre un jeu et l'adapter, c'est très compliqué pour 2 raisons principales. C'est déjà pour la propriété intellectuelle, ce qui n'était pas là le cas à ce moment-là. Et de l'autre, c'est prendre un jeu dans l'univers de la préhistoire, par exemple, et le mêler dans l'univers de la formation. Ça n'en fait pas gage de réussite. Déjà parce que, comme je vous le rappelais tout à l'heure, un jeu ludopédagogique n'est pas un jeu de société, puisqu'il est nécessaire d'avoir un objectif pédagogique qui soit pertinent et surtout adapté au public cible. Et c'est là où, en fait, très bêtement, on est parti, en fait, naïvement dans l'idée, ok, on doit faire un jeu de société sur l'andragogie, alors testons les formateurs pour adultes sur l'andragogie. Alors qu'en fait, pour être un bon formateur, on n'a pas nécessairement besoin d'une notion sur l'andragogie. Savoir que le terme existe depuis 1833 en Allemagne, ça ne fera pas de moi une très bonne formatrice. Alors que savoir des méthodes d'animation, d'apprentissage en distance ou des choses comme ça fera de moi une bien meilleure formatrice. Pour vous avoir un peu placé les grandes lignes de ce projet-là, je vais parler maintenant du projet et des différentes phases de création. La première est donc évidemment la phase d'analyse. Je vous ai un peu parlé de... Mince, j'ai oublié une partie. C'est donc effectivement une erreur que de croire que ce serait intéressant pour les formateurs de questionner leur culture sur cette thématique-là. Alors, il a fallu trouver un enjeu pédagogique qui permettrait cette évolution. Faire que, entre le début et la fin de la partie, il y ait un intérêt pour le public cible. Du coup, on a dû trouver ce fameux enjeu pédagogique. Et c'est parti de quelque chose d'assez simple, c'est qu'à l'École nationale des greffes, on a la chance d'avoir une salle de convivialité dans laquelle on va tous manger. Et il était fréquent d'aller manger avec des chargés d'enseignement. Ce qui était assez visuellement présent, c'est que tous les chargés d'enseignement avaient ce besoin d'extérioriser et de partager ce qu'ils vivaient. Le cours du matin, la nouvelle méthode qu'ils ont pu tester la veille, et tout ça de le partager entre eux, mais aussi avec nous. Et on a remarqué que c'était vraiment un levier naturel d'engagement pour celui qui écoute et pour celui qui parle. Du coup, c'est devenu comme une évidence que cet échange-là était un phénomène de réflexivité sur leur propre pratique. Et donc, on s'est demandé comment cacher un outil de débat derrière un jeu de société. Voilà, maintenant les grandes lignes sont dites. Donc, commençons par la phase d'analyse. Je vous ai parlé du public cible et du besoin qu'on a identifié, celui de partager et d'échanger. Mais du coup, l'analyse s'est aussi portée sur la demande, puisque le chargé d'enseignement ayant fait une demande très précise, et il était nécessaire de détailler pourquoi le jeu en question qu'il avait trouvé était si intéressant selon lui, et donc de creuser dans qu'est-ce qui ferait les impondérables du jeu final. Ce que j'ai pu notifier, c'était le côté jeu de rôle d'être un personnage et de le faire évoluer tout au long de la partie. Il y avait la compétition, le hasard et du matériel. Quand je dis du matériel, je dis beaucoup de matériel, des pions, des cartes, etc. Et il y avait une autre notion qu'il a intégrée, lui, dans son jeu, ce sont les 10 compétences nécessaires pour être un bon formateur pour adultes. Je ne vais pas toutes vous les dire, mais il y a l'animation, la technologie, l'empathie, etc. Donc une fois que la phase d'analyse est passée, on passe à celle de la recherche. Et là, c'est un petit peu la phase la plus complexe, puisque il est temps de trouver vraiment la mécanique du jeu. Lorsqu'on est game designer, en fait, on n'invente jamais, rarement, des nouvelles mécaniques. Ce qu'on va inventer, en fait, c'est l'association de différentes mécaniques.
c'est aller chercher dans les jeux et les outils qui existent déjà à l'heure actuelle, voir ce que ça provoque, et alors combiner tout en prenant en considération l'enjeu pédagogique. Toujours, il faut le garder en tête pour que tous ces choix de mécanique, on les mette dans le sens de notre enjeu pédagogique. Ce qui fait qu'après, unanimement, on sait qu'en DragoQuest sera d'incarner un expert en formation, comme par exemple Madame Élaboration, experte en conception, ou Monsieur Enrico Labor, expert en collaboration, pour qu'ils partent en quête et récolter des compétences en résolvant des défis. Et c'est là qu'intervient le contenu pédagogique, et c'est là qu'il y aura la fameuse évolution, puisque l'idée va être de résoudre des défis qui sont très proches de leur réalité, comme par exemple un des défis en communication. Durant votre formation, vous constatez qu'un participant semble désinvesti et arrive régulièrement en retard. Que faites-vous? C'est très basique. Je pense que ça arrive à beaucoup de formateurs. Ça, il faut savoir que ce sont 2 exemples parmi 275 défis qu'on a dû écrire pour l'occasion. Mais au final, si je réponds à la question, qui va décider de si j'ai gagné ou pas mon défi? Eh bien, ce sont mes collègues, mes pairs, parce que eux aussi sont formateurs pour adultes. Ils ont eux aussi un avis sur le défi en question. Et peut-être que ça va m'éclairer, peut-être que ça va me réconforter, mais en tout cas, ça va me permettre d'avoir une réflexion sur ce que j'ai proposé. Et oui, effectivement, il y a un risque là-dedans, c'est qu'il y a toujours des mauvais joueurs, mais on ne peut rien y faire. On part du principe aussi que dans le serious game, à la différence des jeux de société, on est là parce qu'on a envie d'apprendre. Donc voilà, des mauvais joueurs, il y en aura toujours. On en connaît. Il y a aussi, durant la phase de recherche, la recherche des éléments visuels, c'est-à-dire que toujours dans cette dynamique de trouver ce qui va être le plus adapté dans notre objectif final, il faut trouver quelle forme donner aux choses. Ça, c'est un exemple qui est parmi tant d'autres. Par exemple, un plateau à case carrée permet moins de déplacement qu'un plateau à case hexagonale. Et comme le déplacement n'est pas nécessaire et que le vrai enjeu se retrouve dans les défis, eh ben, on facilite le déplacement en prenant un plateau à case hexagonale, par exemple. Maintenant, à ce moment-là du projet, en fait, on a un véritable prototype, c'est-à-dire qu'on peut imprimer quelque chose. On a des cartes. Alors oui, tout est très très moche, mais peu importe. Le plus important est de tester immédiatement le jeu et surtout auprès du public cible, sinon ça manque d'intérêt. Pour ce jeu, il y a eu 2 phases de test. Et comme le disait Madame Cour, c'est nos chargés d'enseignement bénévoles qui ont joué le jeu. Et pour vous donner une anecdote, le premier groupe de testeurs, pour le premier groupe de testeurs, en fait, j'avais créé ces 2 cartes, la croix et la coche, pour valider ou invalider une réponse au défi. Et en fait, ils ont extrêmement mal vécu la croix et la coche, chose où moi, bêtement, je me disais juste, on va donner son avis. Du coup, très rapidement, la deuxième phase de test, je crée d'autres cartes. Cette fois-ci, avec j'aurais fait autrement et j'aurais fait pareil, qui là ouvre un peu plus et moins violent. Et en fait, le fait que ça ne soit pas... Le second groupe ne s'est pas du tout posé la question de ces fameuses cartes. Alors, c'est que ça a fonctionné. Maintenant, à ce moment-là, donc la phase de test scelle le jeu. Et il va être important maintenant de passer à la phase de développement et de faire en sorte que tous les supports, aussi moches soient-ils, deviennent des produits de qualité et qu'ils aillent encore une fois dans le sens de notre objectif. Pour faire en sorte que des cartes de quête deviennent beaucoup plus visuelles, qu'on crée
des illustrations de personnages avec leur nom, pour créer des cartes de personnages. Là, c'est vraiment du début de la première à la phase finale. Tout ça dans l'objectif de créer un univers en prenant en compte absolument tous les éléments, que ce soit du plateau au petit pion. Et surtout pour faire oublier aux participants qu'il est en train d'apprendre, de jouer à un serious game, mais carrément d'être plongé dans un univers et est simplement en train de jouer à un jeu de société. Ce qui fait que maintenant, ça y est, on a le projet. Mais du coup, quelles ont été les répercussions ? Eh bien, en fait, il y a différentes motivations qui font rester les joueurs dans ce jeu. Il y a toujours les compétiteurs et ceux qui adorent la collecte, qui, de fait, vont rester pour gagner. Et ça marche, puisque du coup, durant ce laps de temps-là, ils auront appris. Il y a ceux qui font ça pour la curiosité et l'apprentissage, qui vont être toujours très partants de découvrir une autre carte. Ou d'écouter un autre conseil de leurs collègues. Et il y a ceux qui adorent les débats et les anecdotes, qui vont même dépasser du chrono assez facilement. Le jeu, il a été testé dans différents contextes, pour des grands groupes dans lesquels il y a plusieurs animateurs et on lance plusieurs parties en même temps. Pour des petits groupes où là c'est plus durant des pauses, des temps de pause entre midi et 2 où c'est plus intimiste parce qu'on a envie de le partager avec son collègue. Et ça, je ne sais pas si ça a encore été effectif, mais c'était pour les formations de formateurs, pour arriver en fin de cursus, pour voir différentes situations qui vont être leur futur, peut-être se préparer et envisager comment eux réagiraient face à ça. Enfin, comme tout projet, il pourrait être amélioré. Ça pourrait être simplement visuellement. Pour ma part, ce serait principalement la suppression ou la simplification de certaines mécaniques. Et après, ce serait l'adaptation du contenu pédagogique, puisqu'on s'est rendu compte dans certaines parties que le vocabulaire ou certains défis était trop associé à celui de la justice ou à celui de nos chargés d'enseignement. Donc c'est peut-être là où ça pourrait être adapté. Voilà,